Salut toi, bienvenue dans ce 14e épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler de santé mentale. C'est quoi la santé mentale ? La santé mentale est plus que l'absence de maladie mentale ou de troubles mentaux, elle constitue une forme de bien-être complet et interpelle notre capacité à jouir de la vie et à faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Ça, c'est une explication des auteurs Doré et Caron. Ce qu'on dirait, nous, c'est que la santé mentale, c'est un concept de bien-être dans la tête. Parfois, cette santé mentale est mise à rude épreuve et ne nous procure pas cet état de bien-être. Elle ne nous permet pas de faire face aux difficultés. Et c'est pas toujours quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi et qui peut avoir un impact énorme sur notre quotidien. Ça peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de la vie. On peut parler de troubles psychiques, de maladies mentales, d'anxiété, de dépression, etc. Alors, est-ce que c'est facile d'en parler avec ses partenaires, avec ses proches ? Comment l'annoncer ? Comment l'entendre ? Pour parler de tout ça, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 3 invités de qualité, Taouni, Juliette et Charlie. Hello. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger autour de la santé mentale et quelle est votre expérience par rapport à la santé mentale et la façon dont vous en parlez avec vos proches ? Juliette ? Ouais. En fait, moi, je suis là ce soir parce que justement, ça fait pas très longtemps en fait que j'arrive à en parler un petit peu. Mais depuis mon adolescence, j'ai des problèmes de dépression, de troubles alimentaires, voilà, en gros. Et en fait, moi, je viens d'une famille où on ne parle pas. Donc, moi, j'en parlais pas non plus aux gens autour de moi. Et aussi, j'avais l'impression que si j'en parlais, les gens allaient partir, en fait. Donc, il y a vraiment un truc un peu de honte, voilà, quelque chose de compliqué à vivre, mais donc compliqué à expliquer aussi. Et voilà. Taouni ? Moi, je suis là parce que c'est quelque chose dont j'ai assez facile à parler. Je le fais déjà sur les réseaux sociaux de base parce que c'est ma manière à moi de prendre mon pouvoir là-dessus et de le crier haut et fort. Et c'est un peu ma petite bulle. Et d'ailleurs, mes proches ont tendance généralement à suivre un peu les épisodes de ma vie à travers les réseaux sociaux parce que j'ai plus facile à en parler sur les réseaux sociaux qu'en vrai. Et comme j'ai pas mal de troubles, je pense que c'était important pour moi d'être ici pour pouvoir en parler et avoir différents aspects. Charlie ? Moi, c'est un peu pareil que Taouni. J'ai assez facile à en parler, mais avec absolument tout le monde. Je suis passé à travers plein de trucs dans ma vie, à travers pas mal de troubles, notamment une dépression, troubles borderline, TDAH, ce genre de trucs. J'en parle à fond autour de moi parce que pour moi, ça fait entièrement partie de ma personnalité. Faut me prendre comme ça, quoi. Enfin, ça fait partie de moi et du coup, j'en parle parce que ça fait partie de moi et que j'ai besoin qu'on m'accepte entièrement comme je suis. Et voilà. Tu parles d'un besoin. Est-ce que pour toi, Taouni, c'est un besoin d'en parler ? Oui, parce que c'est ma manière à moi d'affirmer justement au monde qui je suis et ce que ça comprend avec toutes ses facettes. Et du coup, c'est hyper important. Après, je vais pas faire en sorte forcément que les gens me comprennent, mais ce que je dis, tu le prends ou tu le prends pas, mais c'est moi, c'est comme ça. Donc toi, Juliette, du coup, le fait que tu t'en parlais moins, est-ce que tu avais ce besoin justement d'en parler qui n'était pas comblé, on va dire ? Ce que Charlie et Taouni disent, je trouve ça hyper juste en fait. C'est soit on te prend comme ça, soit on te prend pas. Alors que quand tu le caches, effectivement, c'est pas toi à 100%. Même si pour moi, je suis pas définie par ma dépression ni mes troubles alimentaires. C'est ça aussi, c'est moi, ça me définit pas. Enfin, j'essaye que ça me définisse pas. Mais donc, il y a un truc qui est pas totalement vrai. C'est moi, mais j'ai l'impression que souvent, les gens me connaissent pas, en fait. Ils savent pas vraiment ce qui s'est passé ou pourquoi j'étais pas là pendant quelques mois. Enfin, voilà. Donc, non, je crois que c'est un blocage. Enfin, voilà. Ouais, moi, c'est exactement ce que j'ai du coup avec mon père, avec qui j'ai du mal à en parler, mais je vis sous le même toit que lui. Donc, j'ai vraiment l'impression que, en fait, il y a la Taouni dans sa chambre et puis la Taouni dans les restes des pièces de la maison. J'ai commencé à lui parler du trouble borderline parce qu'il y a eu un moment à la maison où, en fait, j'ai pas eu le choix que de lui en parler. Et sa première réaction, c'était « Ah, mais du coup, t'es malade ?»
J'étais là, bah oui. Et à cause en fait de toutes ces réactions où en fait il juge beaucoup, j'ai mis du temps à me dire que je pouvais aller voir un professionnel de la santé. Et du coup, c'est très compliqué. Là, je vais bientôt déménager. Et du coup, j'espère que ça pourra changer. Mais du coup, tu dirais que sa réaction était vraiment négative? Non, parce que là, du coup, je parlais pas de moi. En fait, je parlais d'un de mes frères et sœurs. Et du coup, c'était plus facile en fait de parler en parlant de quelqu'un d'autre. Et après, j'ai ramené le sujet pour dire, en fait, c'est pas le seul. Il y a moi aussi. Et regarde, on est comme ça, c'est tout. Et j'ai réussi à amener le sujet parce que je parlais pas de moi à la base. Bonne technique. N'est-ce pas? Et ton père, il a pas vu ça sur les réseaux sociaux? Non, mon père, il est juste genre sur Facebook et c'est tout. Mais t'avais pas peur qu'il le voie, du coup? Mais en fait, s'il le voit, c'est pas grave. En fait, j'ai pas de souci à ce qu'il ait l'information, mais c'est juste moi de lui en parler et d'avoir sa réaction directement en face, où je sais que certaines choses qu'il pourrait dire et la manière dont il dira les choses, je sais que ça peut être trigger pour moi. Et du coup, j'ai un peu de mal parce que j'ai pas envie de me sentir du coup pas bien à la maison. Je préfère que ça reste comme ça pour l'instant. Et si à un moment je ressens vraiment le besoin ou l'envie de lui en parler, je le ferai. Et c'est ce que je fais de temps en temps en lui disant, tu sais, là, ça va pas trop. Et tu sais, les moments où t'es pas là et que tu me dis en rentrant que j'ai rien mangé dans le frigo, en fait, je le fais pas exprès, c'est juste que j'arrive pas à manger. Et du coup, je lui amène petit à petit des sujets comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu entends par trigger? Déjà, les triggers, c'est des choses qui vont déclencher et ça varie selon les personnes, selon le vécu et selon plein de choses en fait. Et ça va être des phrases qui va dire comme par exemple ah mais donc t'es malade? Oui, mais en fait t'es pas obligé de dire ça de cette manière-là. Ou bêtement, si je lui dis que je vais chez le psy, parce qu'avant j'allais chez le psychologue, maintenant je vais chez le psychiatre. Quand je lui ai expliqué du coup pour le trouble borderline, je lui ai dit que j'allais chez le psychiatre et du coup directement c'est ah mais t'es folle, nanani, nanana. Et c'est dur à entendre parce que genre si je parle avec mon père, j'ai pas envie de recevoir ça, surtout que j'y vais dans une démarche de partage, de connexion et de sincérité. J'ai pas envie de me ramasser un jugement dans la gueule, quoi. Pour toi, Charlie, du coup, avec tes proches, quelles ont été les réactions? Justement, quand Taoni parlait de son père, ça m'a un peu fait penser à la réaction que mes parents ont eue quand je leur ai parlé du trouble borderline. Mon père m'a dit mais tu sais, je me reconnais beaucoup dans les symptômes, t'es peut-être pas borderline, alors que parfois il faut peut-être penser l'inverse et peut-être se dire papa, peut-être que c'est toi qui es borderline et qu'on l'est tous les deux en fait. Et ma mère, quand je lui ai parlé du trouble bipolaire, parce que du coup j'ai aussi un diagnostic de bipolaire type 2, ma mère m'a dit, je me souviens clairement de ce qu'elle m'a dit, c'était tu es un ange mal incarné. Voilà. Et au niveau des relations amoureuses? Au niveau des relations amoureuses, j'essaye de parler de mes troubles le plus vite possible avec mes partenaires. Parce que c'est des gens qui vont partager une grande partie de mon quotidien. Vu que j'ai des troubles qui impactent énormément les relations, c'est hyper important pour moi que mes partenaires soient au courant en fait, de ces troubles. Parce que ça va très certainement les impacter d'une façon ou d'une autre. Et du coup, je leur en parle clairement. Et pour le moment, je crois que ça m'est jamais arrivé de prendre un rejet d'une personne parce que je lui avais parlé de mes troubles. Mais mes partenaires sont... Enfin, mon partenaire actuellement, j'en ai qu'un, est hyper au clair avec mes troubles et il m'aide énormément, genre vraiment énormément à deal with it, genre à faire avec, quoi. Et pour toi, Taoni? Moi, depuis que j'ai commencé vraiment à me sensibiliser à tout ce qui est la santé mentale, j'ai pas vraiment eu de relation de couple. Mais donc je saurais pas dire, mais je sais qu'avant ça avait tendance à beaucoup impacter parce que justement j'étais pas au courant et que je passe vraiment d'un extrême à l'autre. Et du coup, ça peut être très intense, déjà pour moi, pour la personne en face. Et puis, on ne sait pas toujours comment recevoir. Et comme moi, je ne savais pas comment l'expliquer, du coup, c'était toujours très conflictuel. Et maintenant, quand je rencontre des gens, j'essaye aussi de le dire un maximum le plus vite possible, pas en déposant comme ça tout d'un coup, parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Et puis, mine de rien, ça fait quand même peur. Mais juste de dire, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis très intense. Ça veut dire que je peux facilement passer d'un extrême à l'autre. Et voilà, et s'il y a un moment, il y a quelque chose où tu vois que c'est trop pour toi, n'hésite pas à me le dire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sache qu'en tout cas, rien n'est mal intentionné. C'est juste que parfois, je ne sais juste pas faire autrement. Et est-ce que
Parce que tu parlais d'impact sur ta relation avec ton partenaire, mais est-ce que du coup, toi, si on prend le côté moins relation amoureuse, mais plutôt avec tes proches, est-ce que tu as l'impression que ça a eu un impact sur toi, de devoir le partager sur les réseaux sociaux et de pouvoir en parler librement? Ça a eu un impact? Un impact très positif parce que du coup, je le cache plus. Et du coup, en fait, j'en parle juste naturellement et grâce surtout aux réseaux sociaux. Et puis, ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont comme moi et du coup, en fait, de voir que je suis pas toute seule, de pouvoir vraiment partager par rapport à ça. Et j'ai une amie qui, justement, elle aussi a le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité. Et en fait, c'est une personne à qui je peux juste dire les choses et je dois pas lui expliquer parce qu'en fait, elle sait exactement les choses que je vis. Donc, ça fait du bien. Mais moi, je trouve ça super bien de pouvoir vraiment discuter à l'avance, si on veut, des problèmes qu'on a. Mais moi, effectivement, j'ai toujours ce truc où je me dis, tu sais quoi, je vais pas en parler parce que je suis quasi sûre que l'autre va partir. Tu vois, si j'en parle, je me dis, mais en fait, c'est quand même gros. Enfin voilà, c'est censé être léger le début d'une relation. Donc, je me vois pas forcément dire, ah, en fait, tu sais quoi, j'ai des épisodes dépressifs, j'ai des problèmes alimentaires. Enfin, ouais, mais le truc, c'est que si tu le dis pas tout de suite, après, tu vas avoir une relation et puis tu risques de te retrouver confronté à quelqu'un qui, en fait, l'accepte pas du tout ou qui n'est pas prêt. Et puis, après, toi, tu vas être là, tu vas être attaché et ça sera encore plus difficile. Au moins, c'est dur, mais ça fait le tri directement. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'arraches l'épine directement, en fait. Ouais, mais je sais pas, dans ma tête, je me dis, c'est fou qu'il y ait des gens qui acceptent ça en face. Tu vois, je me dis... Je comprends. Est-ce que moi, j'accepterais? Tu vois, il y a un truc un peu... je sais pas. Mais super intéressant, parce que je me dis qu'au final, c'est possible. Peut-être que c'est ça, justement. T'as pas l'impression que c'est possible, du coup, tu te laisses pas l'opportunité d'en parler directement, quoi. Exactement. Et donc, ça t'est jamais arrivé d'en parler avec... Non, jamais. Mais bon, forcément, aussi, ces problèmes-là font que j'ai... Enfin, c'est un ensemble, mais j'ai aussi un problème relationnel homme-femme. Pour moi, je peux pas faire confiance à quelqu'un. Donc, en fait, les relations, elles sont vraiment... Enfin, pour moi, en vrai, non. Enfin, créer une vraie relation, je parle pas juste sexuelle, vraiment quelque chose de profond, pour moi, en tout cas pour l'instant, non. Mais du coup, c'est quelque chose dont tu parles pas du tout Non. à personne? Non. Tu gardes juste ça pour toi? Il y a mes psys. C'est déjà pas mal. Mais ou alors si, j'ai déjà parlé quelques fois à des copines, mais non, franchement, non. En tout cas, sache que tu peux m'en parler. Allez, c'est gentil. Merci. Et tes copines, du coup, quelles sont leurs réactions? Mes copines, en fait, tu sais quoi, j'ai menti. Mes copines, j'ai pas dit. En fait, ou peut-être il y en a certaines à qui je l'ai dit, mais finalement, on n'est plus copines pour plein d'autres raisons, absolument rien à voir avec ça. Mais donc, je sais pas, c'est bizarre. En fait, pour moi, c'est tellement intime que j'avais l'impression d'avoir donné quelque chose à quelqu'un qui ne le méritait pas. Je me suis dit, attends, là, je me suis mise à nu et en fait, tu le méritais pas. Donc, pour moi, c'est compliqué. En fait, si tu veux, je me dis à partir de quel moment tu peux être vulnérable. Parce qu'on dit oui, c'est bien de prévenir, d'expliquer un petit peu. Je trouve ça génial. Mais en fait, pour moi, c'est aussi une sorte de, pas de cadeau, mais un peu comme ça. C'est un peu, est-ce que tu mérites que je te dise ça? Est-ce que tu mérites d'avoir accès à moi? Mais je sais pas en fait. Et à quel moment dans la relation, que ce soit de l'amitié, de l'amour avec un grand A, on va dire, à quel moment l'autre mérite ça? Tu vois? Ou à quel moment tu peux être vraiment vulnérable? Est-ce que c'est trop tôt? C'est trop tard? Enfin, tu vois, moi, ça compliqué. Mais c'est pour ça que moi, comme j'ai dit plus tôt, je balance des petites brides comme ça, tu vois, petit à petit. Comme ça, tu vois un peu comment l'autre personne réagit, mais sans forcément dire qu'il y a un trouble ou quoi derrière, tu vois. Mais dire, ouais, moi, je suis quelqu'un de très intense, je passe d'un extrême à l'autre. T'en fais ce que tu veux de cette information. Je n'ai pas dit que j'avais le trouble borderline ou quoi, mais tu vois la réaction des gens, tu vois, direct. Parce que, évidemment, c'est dur de se livrer directement et dire voilà, ça, c'est moi. C'est se montrer hyper vulnérable et les réactions en face peuvent faire très peur. C'est pour ça que j'en parle pas à mon père. Vous avez spoilé ma prochaine question. C'était comment on amène ça sur le tapis et comment est-ce qu'on en parle? Est-ce que Charlie, tu aurais une piste? Vraiment, c'est comme Taoni disait, lancer des petits bouts. Et moi, généralement, ce que je fais, c'est que la finalité, donc dire j'ai tel trouble arrive assez vite, mais je tâte le terrain avant pour voir si la personne est prête à recevoir cette information. Si je sens qu'elle n'est pas prête à recevoir l'information, c'est moi qui prends la fuite, tout simplement.
Mais sinon, ouais, je tâte le terrain et puis, j'apporte l'information. Pourquoi vous pensez que dire je vais chez le psy, c'est plus tabou que dire je vais chez le médecin? Parce que je pense qu'il y a cette connotation où c'est pour les fous et qu'il y a encore trop cette image de c'est j'ai même pas le mot pour dire ça, mais en mode genre c'est quoi le mot? Les personnes de seconde zone. Ouais, tu vois, ceux qu'on laisse de côté Ouais. dans la société, et d'office, c'est des gens qui sont dangereux ou c'est des gens qui sont pas nécessairement sains ou quoi, alors qu'en fait, ils sont partout, enfin, on est partout. Parce que tout le monde enfin, pas tout le monde, mais énormément de personnes ont des troubles de santé mentale ou juste des problèmes, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus banalisé, tu vois. Justement, tout le monde est là. C'est limite, tu vas pas voir un psy. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça, même. Tu vois, comme si les gens... Enfin, ça dépend de l'entourage, évidemment. Mais j'ai l'impression que les gens sains, entre guillemets, ou en tout cas qui veulent devenir sains, on va dire, vont voir un psy. Et que ceux qui vont pas voir un psy, c'est ceux qui font pas d'efforts, on va dire, en quelque sorte. Donc, je pense qu'il y a tu vois, il y a deux côtés à ça. Non, mais moi, vraiment, j'ai l'impression que ça dépend de l'entourage. Parce que c'est sûr que si je dis ça à ma mère qui a 74 ans, elle comprend pas. Mais si je dis ça à mon ami qui a le même âge que moi, il va être là, ok, il y a personne qui va être étonné. C'est plus le psychiatre, par contre. Psychologue, ça dérange personne. Psychiatre, Ouais, c'est directement. là, ils sont là, T'es fou. ah ouais, c'est chaud. Mais Psychiatre, pourquoi? parce que tu prends des médicaments. Donc ça veut dire que clairement, il y a un truc qui va pas dans ton cerveau. Et ça, c'est vrai. Il te manque quelque chose. Tu vois, par exemple, dans la dépression, il te manque de la dopamine, il te manque de la sérotonine. Et voilà. Mais donc, ça veut dire quand même qu'il te manque un truc. Et que là, ça devient sérieux. On parle pas de psychologue où tu racontes ta vie, tu racontes que maman a fait ça. Enfin, j'en sais rien, moi, tu vois. Là, on parle d'un truc quand même au-dessus. Mais c'est vrai que pour moi, passer le cap du psychologue au psychiatre, ça a été quand même difficile parce que je me suis dit, ok, là, c'est un autre enjeu. C'est plus juste, je suis là, je discute de ma vie. C'est je vais vraiment aller voir comment ça marche dans mon cerveau et voir quoi faire avec tout ça, quoi. Exactement. Exactement. Oui, ça peut peut-être être plus effrayant autant pour la personne qui va chez un psychiatre que pour l'entourage du coup qui l'entend. Et quelle serait, selon vous, la meilleure manière pour les proches ou pour les personnes avec qui on relationne de recevoir cette information? Comment, justement, tu disais, comment dealer avec ça? Comment saisir cette information? Pour moi, d'un côté, ça les concerne pas. Du coup, à part nous soutenir, ils n'ont pas grand-chose à dire en fait. Je trouve que commencer à juger nos choix d'aller voir un spécialiste ou une spécialiste, c'est très violent en fait. Parce que c'est tout un cheminement d'accepter d'aller voir quelqu'un. Comme on disait tout à l'heure, vu que c'est quelque chose de relativement tabou, c'est tout un cheminement de se dire ok, c'est bon, j'y vais, je fais le pas. Les proches, je pense que ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est nous soutenir en fait et être présent pour nous et peut-être même, ça c'est vraiment dans le meilleur des cas, mais nous aider à faire les démarches en fait et à trouver un ou une bonne professionnelle. Mais moi, je me demandais justement à partir de... Je suis d'accord avec le fait de soutenir l'autre, super important. Mais en fait, moi, j'ai toujours peur d'être un fardeau et de me dire en fait à partir de quel moment je donne trop de charge à cette personne. Parce qu'on doit tous gérer notre vie, c'est un peu compliqué pour tout le monde, tu vois. Et donc je me dis, est-ce que c'est pas une charge en fait pour l'autre? C'est toujours... moi, je trouve ça très compliqué en fait. Je pense que l'autre, ça va être un peu son choix de te soutenir ou pas. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que je fais le tri et que je vois sur qui je peux compter ou pas. Et y a des personnes, je sais, dans mon entourage qui ne peuvent pas me supporter en conditions de crise. Ça n'en reste pas moins des proches. Je sais juste que c'est pas les personnes que je vais appeler en conditions de crise. J'ai l'impression que dans ce qui se rejoint dans ce que vous dites, c'est qu'il y a d'abord la démarche de, en tant que personne qui a des troubles, demander du soutien et que la personne propose aussi du soutien. Mais tu peux quémander du soutien. Si tu quémandes le soutien et qu'en fait tu le quémandes à la mauvaise personne, c'est encore pire. Tu te dis vraiment, ok, là vraiment je suis une merde. Tu vois, enfin, c'est encore pire.
Je suis encore plus seule qu'avant de quémander l'aide. Et du coup, peut-être c'est plus aux proches ou aux partenaires de proposer Ouais, leur je aide, leur soutien de quelconque façon. Et du coup, aux personnes de laisser l'opportunité de soutenir ou non, quoi. Moi, par exemple, certains moments où ça va pas, je vais juste dire, par contre, là, je te préviens, juste ça va pas, donc je serai pas disponible, mais j'exprime pas forcément ce qui se passe parce que justement, j'ai pas envie d'arriver avec toute mon intensité, d'être là et tout déballer, parce que moi, j'étais du genre à 2h du matin, j'appelle ma mère et je dis maman, là, c'est un signal d'alerte, j'en peux plus, j'ai l'impression que je vais mourir. Enfin, puis ma mère qui voit mes messages le lendemain matin, moi, tout va bien. Du coup, ouais, j'ai tendance à dire que ça va pas, que là, je suis pas disponible pour parler. Et la personne en face, en fonction de si elle est disponible ou si elle a envie d'être là pour moi, elle me dira est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ou est-ce que tu as envie d'en parler, qu'est-ce qui se passe. Mais parfois, pas, et c'est juste en mode ok, t'inquiète pas de souci, et on se reparle quand on se reparle, quoi. C'est vraiment cette idée de t'es pas obligé de débarquer avec tous tes soucis, tous tes trucs, t'es pas obligé d'inonder l'autre parce que clairement, pour l'autre, c'est déjà pas facile pour soi. Alors, quand quelqu'un en face comprend que dalle, d'office, et quand je dis comprend que dalle, c'est pas du jugement, mais si la personne ne le vit pas, c'est dur de pouvoir le comprendre. Mais du coup, ouais, c'est toujours balancer des petites infos comme ça. Ouais, à ça, j'ajouterais que personnellement, je tâte le terrain, comme tout à l'heure. Je tâte le terrain avec mes proches quand je ne suis pas en situation de crise pour savoir sur qui je pourrais me reposer quand je suis en situation de crise. Et à la place d'imposer ma crise à certaines personnes, bah, en situation calme, je vais aller vers mes proches et je vais leur dire tiens, si à 2h du matin je suis là, ça va pas du tout, est-ce que je peux t'appeler, est-ce que tu serais ok de me soutenir si à un moment donné genre j'ai envie de me jeter d'un pont ou ce genre de truc. Je tâte le terrain et je préviens que ça peut être lourd, que ça peut être dur à entendre et que ça peut être très violent. Et du coup en situation de crise, bah, j'ai ma petite liste dans un petit carnet de personnes à contacter et qui m'ont dit que ce serait ok pour elles de me soutenir en fait. C'est une bonne idée. Je vais refaire la même chose. Non, c'est pas mal. Quand j'étais au Portugal, là, il y a quelques semaines, justement, j'ai fait une crise et j'étais toute seule au Portugal et il était, je pense, quelque chose comme minuit. Et c'était une crise qui m'était plus arrivée depuis très longtemps. Attention, trigger warning, tentative de suicide. J'avais juste envie de me jeter par la fenêtre et c'était horrible. Et en fait, le truc, c'est que c'était pas moi, c'était un halter. Et moi, j'assistais à tout, mais je pouvais pas changer quoi que ce soit. Mais je pense que si l'halter m'a laissé assister, c'est parce que c'était justement situation d'extrême urgence et un appel à l'aide. Et du coup, moi, j'étais complètement perdue, je savais pas quoi faire. Et j'ai réussi quand même à un moment reprendre un peu le contrôle pour juste envoyer un message et dire « Écoute, là, ça va pas, j'ai besoin de parler, est-ce que tu es disponible ?» Et heureusement, la personne m'a répondu, donc je suis toujours là, tout va bien. Mais parfois, on n'a pas d'autre choix que de juste dire « Écoute, là, j'ai besoin d'aide. » Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon entourage, savoir sur qui on peut compter et à qui on peut demander, parce que des fois, oui, tout seul ou toute seule, c'est pas possible. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est un halter ? Un halter, du coup, dans le trouble dissociatif de l'identité, il y a plusieurs identités. C'est un état alterné de conscience. Et du coup, moi, j'ai plusieurs états alternés de conscience. Et entre chaque alter, parfois, il y a des barrières amnésiques, donc pas de souvenir de ce qui s'est passé. Parfois, on sait ce qui s'est passé, parfois pas. Enfin, voilà. Une métaphore que j'ai déjà entendue et que j'aime bien utiliser, c'est comme si je suis dans une voiture et quand c'est moi qui ai le contrôle du corps, c'est moi qui suis au volant. Et là, par exemple, pendant la crise, c'était un autre alter qui était au volant, mais moi, j'étais passager. Donc, je vois tout ce qui se passe. Je peux lui dire « va à gauche », mais s'il veut pas aller à gauche, il va pas à gauche. Et s'il veut m'écouter, il m'écoute. Après, tu as aussi les sièges derrière où on n'entend pas trop ce qui se passe, on sait un peu, mais c'est flou. Puis il y a le coffre et là, tu es au courant de rien du tout. Oui, c'est très, très imagé, très explicite. Merci. Et parfois, il y a 2 volants dans les voitures. Et là, c'est la merde. J'ai une question pour Charlie. Dans ta relation du coup, avec ton partenaire, est-ce que tu as dû faire des adaptations particulières ? Globalement, je sais qu'il est présent pour moi en situation de crise. Je sais que je peux compter sur lui et que quoi qu'il arrive, il sera là. Il peut entendre quand j'ai des trucs lourds à lui apporter parce que c'est quelqu'un qui a énormément de patience. Là où on a dû faire des ajustements, c'est parce qu'on est en relation polyamoureuse et que du coup, mes troubles impactent nos relations poly à tous les deux. Donc que ce soit mes autres partenaires que lui ou ses autres partenaires.
Du coup, on a mis en place des stratégies, donc notamment, j'en parlais tout à l'heure, du petit carnet avec les noms des personnes à contacter, une liste de choses à faire qui me font du bien, une to-do list de choses à faire pour éviter d'en faire d'autres. Et donc, on a fait ça ensemble. Et ouais, je fais un énorme travail de mon côté, mais je sais qu'il est aussi très très présent pour moi pour faire des ajustements dans notre relation pour que tout se passe au mieux des deux côtés en fait. Toute une organisation. Oui. Est-ce que tu veux bien expliquer ce que c'est le polyamour ? Le principe sur lequel repose le polyamour, c'est qu'on peut tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps et que nous, dans notre objectif, c'est de ne pas fermer et empêcher l'autre de vivre pleinement ses autres sentiments avec d'autres personnes en fait. Je sais pas si c'était clair. Si, c'est super clair. Pour ce qui est des ajustements, avant moi d'avoir pris conscience justement de mes troubles et tout ça, la dernière relation que j'ai eue, la personne était hypersensible, donc ressentait aussi énormément de choses. Et cette personne avait tendance aussi à me balancer comme ça tout ce qu'elle ressentait. Et du coup, un des ajustements qu'on a mis en place, parce que parfois pour moi, ça peut être beaucoup trop en fait de ressentir, d'entendre la personne me dire toutes ces choses alors que je suis déjà en train de dealer avec je sais pas quoi dans ma tête. Et du coup, un des ajustements, c'est peu importe ce qu'on veut exprimer, ce qu'on a besoin de déposer, c'est toujours demander à l'autre si la personne a l'espace pour recevoir. Parce que moi, je sais que c'est le genre de truc que ça me faisait fuir et puis j'étais là, je donnais plus de nouvelles. C'est vrai que c'est super important aussi. Tu sépares un peu le fait que tu n'avais pas encore conscientisé ou mis les mots dessus, mais pour des futures relations, est-ce que tu as déjà élaboré, pas un plan, mais est-ce que tu as déjà envisagé des choses à mettre en place justement comme Charlie l'expliquait ? Pas forcément, parce que moi, j'ai tendance à aller juste avec le flow des choses et si j'ai besoin de dire quelque chose, je vais le dire. Par exemple, je suis quelqu'un de très intense et puis je vois comment la personne réagit avec ça et puis je pense aussi que ça va dépendre de la relation en question, mais c'est vrai que c'est des sujets que j'aborde quand même assez rapidement et ça c'est quelque chose que je dis d'office, demande-moi avant de me déposer quelque chose parce que ça peut me faire partir en couille en fait. Mais du coup pour ça c'est important de se connaître et d'aller creuser en fait, parce qu'au plus on veut laisser ça de côté et faire comme si ça n'existait pas, au plus on le subit, alors que c'est pas facile, mais aller à la rencontre de soi-même et d'essayer de comprendre, dans ces moments-là, en fait, c'est toujours cette chose-là en fait, qui me fait réagir. Comment je peux faire pour soit plus que ça me fasse réagir, soit ne plus y être confrontée. Et du coup, quand on connaît nos différents triggers, etc., on peut en parler aux personnes en face de nous et dire voilà, ça s'il te plaît essaye juste de pas le prononcer devant moi, ou bien peu importe la chose en fait, demander aux autres quand on se sent à l'aise en tout cas de dire nos triggers, de les dire pour que les personnes fassent en fonction. Mais moi je trouve ça très bien, mais c'est juste que je l'ai encore jamais expérimenté quoi jusqu'à maintenant, parce que là depuis ça fait vraiment longtemps j'ai pas eu une relation importante quoi. Donc en fait jusqu'à maintenant, vu que c'est pas des personnes importantes, désolé pour ceux qui vont écouter le podcast, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, donc c'est bon. Mais tant que c'est pas quelqu'un d'important, moi effectivement je sais pas, et comme ça fait très longtemps, en fait je sais pas comment je mettrais ça sur la table, j'en sais rien. Franchement je sais vraiment pas. Mais je trouve ça top, pouvoir en discuter. Mais c'est vrai qu'il y a toujours au fond de moi, je me dis toujours, mais la personne va partir, c'est pas possible, tu vois. Je me dis, c'est pas possible autrement. Et aussi parce qu'il y a toujours ce truc où je me dis, ça me définit pas. Moi, c'est encore différent parce que c'est une dépression, un état dépressif, on va dire, depuis mon adolescence. Donc oui, ça me définit, mais c'est peut-être encore différent. Je sais pas. J'essaye en tout cas que ça me définisse pas. Est-ce que du coup, on peut expliquer la différence entre dépression et état dépressif, selon toi ? Mais en fait, si tu veux, moi j'ai l'impression qu'une dépression, c'est quelque chose qui est quand même plus court qu'un état dépressif, dans le sens qu'il y a un début et une fin. C'est ça que je retiens. Alors qu'un état dépressif, en fait, c'est un truc qui s'arrête jamais vraiment. Et donc tu as des crises, il y a des moments où ça va, mais il y a toujours des moments où ça retombe, et ainsi de suite. Là, ça fait... Attends, donc ça a commencé, j'avais 14 ans, là ça fait 17 ans, quoi, tu vois. Donc il y a des moments, quelques mois où ça peut aller bien, mais il y a toujours un moment où ça retombe. Et j'ai besoin de médicaments, en fait, pour être
pour être effective, on va dire. Alors que pour moi, une dépression, c'est vraiment quelque chose, c'est un point A, c'est un point B. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et je voulais aussi dire, quand tu disais justement que vu que tu n'as pas des relations importantes, ben du coup, enfin, on s'entend, mais du coup que tu sais pas à quel moment est-ce que tu vas l'exprimer ou pas, mais vu que c'est quelque chose que tu n'as jamais exprimé, je pense que c'est dur si tu dois l'exprimer à quelqu'un que tu viens de rencontrer et que C'est sûr. ce serait peut-être plus simple si tu commences à en parler d'abord autour de toi avec les gens que tu sais qui sont là, tu vois. Ouais. Non, Et c'est pas vrai. directement te jeter dans le grand bassin, tu vois. Tu peux d'abord aller mettre juste tremper ton petit Ouais. orteil, tu vois. Ouais, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Non, c'est vrai, je pense qu'en fait, le truc compliqué, c'est quand t'as pas l'habitude d'en parler. Donc forcément, tu sais même pas comment l'amener. Mais il n'y a pas besoin de Tu se dis faire quoi? violence. Oui, ah non, ça c'est fini. Ça, il y a plus de... Non, non. Mais ouais, je pense qu'effectivement, c'est bien de commencer par son entourage, petit à petit, quoi. Il y a toujours une personne à qui tu peux en parler, que ce soit dans ton entourage physique proche ou via les réseaux sociaux. Ou, tu vois. Et moi, c'est pour ça que Non, c'est j'ai vrai. commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Il y a d'office quelqu'un à qui tu pourras en parler qui va te faire sentir normal et qui va te dire mais c'est ok, t'as le droit. Moi, pour rebondir là-dessus, un truc qui m'a énormément aidé, en fait, c'est un serveur Discord. Discord, c'est une plateforme de chat en ligne et on peut rejoindre des serveurs dessus pour discuter avec d'autres personnes. Et je suis tombé un jour sur un serveur de santé mentale et ça m'a permis de rencontrer des personnes comme moi avec qui discuter de mes troubles et où sur le serveur il était tellement bien fait qu'il y avait des salons exprès pour les moments de crise où seules les personnes qui se sentent prêtes à entendre une crise vont sur ce salon et peuvent venir t'aider. Et donc en fait le truc c'est que tu te retrouves avec la barrière de l'écran, donc tu parles pas physiquement à quelqu'un mais tu peux quand même décharger et tu sais que les personnes qui a derrière leurs écrans vont pouvoir venir et te soutenir. Et en fait, moi, ce serveur Discord, ça a été une aide énorme quand j'allais vraiment, vraiment pas bien. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait énormément de gens qui étaient prêts à m'entendre, en fait, et qui étaient prêts à être là pour moi. Et du coup, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'avoir une communauté de personnes comme moi, prêtes à se serrer les coudes, en fait. J'avais jamais entendu. C'est hyper intéressant. Et donc on passe à la partie alternative. Si on n'a pas réussi à avoir cette discussion avec nos proches ou avec la personne avec qui on relationne, qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux te dire ce qui se passe. Non, ouais. Du coup. Là, je peux te le dire. Vraiment. Donc moi, j'ai eu plusieurs relations quand même sérieuses. Et en fait, la dernière, ça s'est vraiment mal terminé parce que... Non, attends, si tu veux, il y en a un. Attends. Donc, il y a le premier, il avait aussi des problèmes de santé mentale. Donc ça, on a pu en discuter. Après, le deuxième, je lui avais dit vite fait que je prenais des antidépresseurs. Je peux te dire que c'est passé à la trappe. On a juste dit, ah ok, tu prends des antidépresseurs. Tu vois. Un C'est non-sujet. Non-sujet. Et alors le troisième, c'était en mode, mais en fait, t'as pas besoin de ça. Pourquoi tu prends ça? Et t'as pas besoin de voir de psychologue, t'as pas besoin de tout ça en fait. Enfin, il suffit de faire du sport, il suffit de manger équilibré, d'avoir une passion, et c'est bon. Donc en fait, c'est affreux. On peut vraiment se retrouver face à des gens où, mais enfin, c'est un autre espace-temps, quoi. Et c'est même dangereux. Ouais, pour le coup, moi, j'ai pas eu des bonnes expériences. Mais j'étais plus jeune aussi. Je pense que on en parlait moins aussi de la santé mentale. C'était assez obscur comme ça. C'était un peu un sujet vraiment pour les gens pas normaux, quoi, tu vois. Enfin, vraiment un truc... on s'imaginait, tu sais, les hôpitaux psychiatriques, on s'imagine des trucs affreux comme ce qu'on voit dans les films. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Maintenant, j'ai l'impression quand même que ça s'ouvre. Pour vous, du coup, vous pensez que si on n'a pas cette discussion, qu'est-ce que ça peut engendrer? Le masking, beaucoup de masking. Et le masking, c'est le fait de masquer, le fait d'avoir des troubles. Et du coup, ça fait que tu n'es pas toi-même. Ça fait que tu joues un rôle. Ça fait que tu es toujours en hyper-vigilance de est-ce que là, ça va se remarquer? Est-ce que là, j'en fais trop? Est-ce que là, ceci? Est-ce que là, cela? Et en fait, c'est pas du tout confortable de vivre en faisant du masking. Et c'est pour ça que j'essaye d'en parler un maximum. Mais en fait, la relation, elle peut pas marcher. Mais clairement. En fait, c'est juste ça.
C'est que ça peut fonctionner 1 an, 2 ans, vraiment max, mais après ça va s'effondrer. Parce qu'en fait, tu vas te retrouver face à quelqu'un qui comprend pas, qui a pas signé pour ça, on va dire. Et donc, ça peut que mal se finir. Moi, je pense que c'est même impossible de démarrer une relation saine comme ça. Moi, pour le coup, j'ai eu une relation avec une personne qui pouvait pas, pour qui mes crises étaient trop. Et la relation n'a pas duré, étonnamment. Mais du coup, j'avais l'impression d'être sur le fil en permanence. Et donc, en fait, j'avais, comme tu dis, je masquais énormément, mais le fait de masquer me mettait une pression tellement monstre que ça déclenchait des trucs que j'avais même jamais expérimenté avant, tellement je me disais, ok, comporte-toi bien, comporte-toi bien, comporte-toi bien. Et juste, c'était tellement une pression énorme que j'ai expérimenté des nouveaux aspects de mon trouble que je ne connaissais même pas, tellement la pression était juste énorme. Et je pense que de ne pas avoir ce soutien, ça rajoute une pression encore plus violente, en fait, je trouve. Mais j'ai l'impression que parfois, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas supporter, mais parce que c'est quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Et peut-être que ça peut être un apprentissage aussi, ou bien j'ai l'impression qu'on dit souvent ça, mais petit à petit, et un peu à la fois voir comment mettre des choses en place pour pouvoir supporter, enfin te soutenir, et puis vivre les crises avec toi petit à petit. Alors, je suis d'accord avec le fait que c'est un apprentissage, parce que c'est vrai que si tu viens d'un cadre où toi, tu vas bien, enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci particulier dans ta vie, tu peux avoir du mal à comprendre. Ce qui est normal, parce qu'en fait, c'est pas ta réalité. C'est ma réalité, mais pas la tienne. Mais moi, je relationne avec des hommes. Franchement, c'est compliqué. Moi, je pense que déjà, c'est compliqué de base. Mais c'est encore plus compliqué quand on parle de santé mentale, de sentiments, Enfin bon. Et donc, au final, vu que eux déjà, ils sont, conditionnés à pas parler de sentiments, en fait, à pas parler tout court, hein, pas communiquer, voilà. Mais j'ai l'impression que tu es vraiment face à un mur. C'est un mur, en fait. Et ouais. Donc, je sais même pas comment... parce que l'apprentissage, d'accord, mais il faut que l'autre ait envie d'apprendre. Et souvent, l'autre n'a pas envie. Il est là, tu sais quoi, en fait, tu as des problèmes de santé mentale. Très bien, mais je vais voir ailleurs, en fait. Parce que je vais pas dealer avec ça. Je pense que c'est différent quand on sort d'une relation hétérosexuelle. Enfin, je pense. Peut-être que je me trompe. Je sais pas. Mais hétérosexuel, c'est sûr. Non, vraiment. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus compliqué quand je me retrouve face à un mec que face à une fille. Bien sûr. Je suis pas du tout étonnée. Non, mais vraiment, je suis pas étonnée. C'est affreux parce que j'aime les hommes. Et donc, je dois faire avec. Tu vois, mais c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Par exemple, moi, je sais qu'avec mon petit frère, c'est quelque chose dont je vais pas parler avec lui. Il est au courant, mais je lui en parle pas parce qu'il a dit, moi, tu m'en parles pas. Mais pourtant, parce que je crois que ça le met inconfortable ou je sais pas. Mais il est pas contre ou quoi que ce soit. Il m'accepte comme je suis, mais c'est juste que c'est pas avec lui qu'il faut que je parle de tout ça, quoi. Moi, en matière d'apprentissage, j'ai 2 très bons exemples dans mon entourage proche. C'est mes parents qui ont d'abord eu des réactions, comme tu dis, mais faut faire plus de sport, est-ce que tu as essayé la méditation, ce genre de trucs. Donc, de base, c'était pas évident. Et puis, je leur ai donné des fascicules avec des petites brochures qui parlaient de mes troubles. Je leur ai expliqué ce que c'était, pourquoi j'allais voir un psychiatre, ce genre de trucs. Je leur ai expliqué beaucoup, en fait. Et ce qui est génial avec mes parents, c'est que c'est des personnes qui sont hyper à l'écoute et qui sont prêts à apprendre, en fait. Ils ont vraiment la volonté d'apprendre, et du coup, même si leur réaction de base c'était un peu d'être dans le déni, je crois, ils m'ont quand même énormément soutenu par la suite en apprenant davantage. Et du coup, je pense que effectivement, l'apprentissage, s'il y a une envie d'apprendre qui est là, l'effort va dans les 2 sens, en fait. C'est autant à toi d'aller vers la personne avec des petites brochures, des petits machins, des bandes dessinées, parce qu'il y en a plein qui existent sur le sujet, pour permettre à l'autre d'apprendre et lui dire, tiens, voilà des clés, fais-en ce que tu veux. Moi, c'est ce que je fais avec ma maman. Ma maman, au début, elle comprenait rien. Elle me dit, tu me racontes des trucs là, oui, ok, très bien, mais c'est quoi tout ça? Et du coup, petit à petit, je lui explique, je lui apprends, et surtout, je la sensibilise pour que elle s'occupe,
qu'elle donne le soutien dont moi j'aurais eu besoin à mes petites sœurs. Et du coup, là, mes petites sœurs, elles sont vraiment encadrées. La plus grande des petites, elle va déjà voir un psychiatre et elle est vraiment bien encadrée. Ma mère est vraiment un soutien. Quand ma mère comprend pas quelque chose, ou soit elle vient me demander, soit moi je vois qu'elle est complètement à côté de la plaque et je lui dis mais tu sais maman, quand c'est comme ça, c'est pas qu'elle a pas envie, c'est juste qu'elle y arrive pas, elle peut pas à cause de ceci, à cause de cela. Et du coup je l'aide beaucoup là-dessus. Et ma toute petite sœur, j'ai dit à ma maman, ce serait bien que tu l'emmènes voir un psy. Et au début elle me dit mais pourquoi? Je dis parce que au plus tôt tu le fais, au moins longtemps déjà tu as besoin d'aller voir un psy. Et surtout, tu sais pas, si ça se trouve, elle parle pas et qu'il y a quelque chose que tu sais pas. Ça se trouve, ça va juste lui faire du bien. Elle en aura besoin une fois ou 6 mois et après, c'est bon. Mais au plus tôt c'est fait, au mieux c'est pour la santé mentale. Comme de la même manière qu'on va voir un médecin pour le corps très vite, pour moi, c'est pareil pour la santé mentale. Parce que tu apprends à te connaître beaucoup plus vite et donc tu as beaucoup plus vite les clés, les outils. Et après, tu fais moins de crises et tout le tralala, quoi. Ouais, mais c'est hyper important ce que tu fais pour tes petites sœurs, tout ça, parce que, ok, on peut être aidé professionnellement, tout ça, tu sais, par exemple, tes parents vont te payer le psy, le psychiatre, mais s'ils te soutiennent pas, je trouve que c'est vraiment dur d'avancer, en fait, dans l'acceptation, dans, pas la guérison, mais je veux dire, non, juste l'acceptation et savoir comment gérer, et je pense que c'est peut-être limite ça le plus compliqué. C'est le soutien vraiment je parle vraiment des proches, quoi. Genre ton père, ta mère, ou un de tes deux parents, ou ton frère, ta soeur, n'importe. Je crois que ça, c'est en fait obligatoire pour que tu puisses libérer la parole aussi. Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est vraiment hyper important. Comme tu dis, le soutien des entourages proches, parce que je me souviens les états dans lesquels j'étais quand mes parents, principalement ma mère, ne me soutenaient pas. Ça fait qu'empirer le truc, en fait. Ça fait vraiment que empirer le truc quand t'as pas le soutien et que ce non-soutien est manifesté. On m'abandonne. Ouais, de ouf. Et si on n'a pas de conversation, de discussion verbale, est-ce qu'il y a des alternatives? Tu parlais de brochures. Toi, c'était, je pense, accompagné d'une conversation, mais ça peut aussi être peut-être glisser des brochures. Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives? Moi, j'adore écrire des lettres. Parce que c'est le moment où je peux tout déposer. Après, je vois ce que je garde ou ce que je garde pas, mais j'ai un moment où j'ai pu déjà tout sortir pour moi. Et après, si ce que j'ai écrit, je me dis j'ai envie que la personne le lise, voilà. Mais je le fais déjà surtout pour moi à la base, comme si je parlais à la personne, et après je le donne à la personne. Et puis au moins je suis pas là au moment où la personne reçoit l'information. Et si la personne veut m'en parler par la suite, la personne peut ou pas. Ou si la personne veut me dire va te faire foutre, je vais me faire foutre. Mais j'adore écrire des lettres. Moi, je pensais à des vocaux. Je fais tout le temps des vocaux. Et en fait, je me dis, c'est peut-être plus simple parce que tu fais ton vocal. Ok, t'as pas le temps de réfléchir. C'est pas comme pour une lettre et tout. Mais tu fais ton vocal et en fait, la personne te répond pas. Enfin, je sais pas trop. J'ai jamais testé. Hein. C'est juste une idée. Parce que tu peux revenir en arrière aussi. Ouais, au pire du pire, tu fais ton vocal. Il y a une manière de supprimer aussi. Donc, en vrai, voilà, pourquoi pas. C'est une piste. Tu fais ton propre podcast aussi. Ouais, voilà, je pourrais. C'est pour ça que j'ai mon podcast. Hein. J'ai l'impression en fait que parler de santé mentale aux proches, ça peut parfois être vécu vraiment comme un coming out en fait. Et du coup, ouais, ça peut être traité de la même façon en fait. Donc ouais, par des lettres, des brochures, des BD. J'adore les BD. Enfin, apprendre par la BD, je trouve que c'est juste génialissime. Donc moi, j'avoue que je me pose une question, parce que oui, il y a le truc du coming out, entre guillemets, par rapport à la santé mentale. Mais moi, par exemple, j'ai expérimenté autre chose où en fait, c'est mes parents qui m'ont dit « Ok, là, il est temps d'aller voir un psy, il est temps d'aller voir un psychiatre. » Mais c'est tout. Donc, ils sont au courant, mais c'est une non-discussion. Et donc, ça aussi, c'est compliqué parce que tu sais pas comment on fait comment, parce qu'ils sont au courant, en fait. Mais juste, il n'y a pas de discussion autour de ça. Donc, en fait, ma santé mentale, c'est juste chez le psy, chez le psychiatre. Mais on va pas en discuter ensemble. Et je trouve que c'est aussi, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que donc ils sont au courant, mais tu fais comment pour les sensibiliser vu qu'en fait ils sont déjà au courant. Donc il y a un truc un peu et là pour le coup les vocaux ça fonctionne pas. là ça fonctionne pas. Et mes parents c'est des gens, enfin voilà ils sont un peu vieux, 70, autour de la septantaine. Je pense qu'il faut beaucoup de force pour se dire ok, tu sais quoi,
je vais appeler mon père, je vais appeler ma mère et je sais pas, leur expliquer. Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois. Et peut-être qu'ils se renseignent de leur côté, mais qu'ils Non. t'en Non, parlent pas. je suis sûre que non. C'est sûr que non. Mais donc, c'est bizarre, quoi. Tu C'est vois. tabou. C'est même pas que c'est tabou, c'est qu'en fait, c'est vraiment un non-sujet. C'est assez étonnant, c'est vraiment un non-sujet. Donc, c'est pas tabou. Ou peut-être un peu. Il faut que je réfléchisse à ça. Mais moi, pour ce qui est de mon papa, en fait, je pense qu'il sait juste pas quoi faire de ces informations. Parce que la première fois où je lui avais dit du coup que j'allais chez le psy, il y a un matin, je sors de ma chambre, il me dit tu vas où ? Je lui dis je vais chez le psy. Il rigole. Déjà, j'étais là en mode ok. Bon, j'y vais, salut. Et puis, après quelques mois, à un moment, j'étais dans la cuisine et il me dit tiens, tu vas encore chez le psy ? Je lui dis oui. Il me dit mais tu vas mieux, non ? Et en fait, du coup, c'est quelque chose, j'ai l'impression en tout cas pour mon papa, qu'il ne comprend pas et que c'est juste en mode t'as un souci, tu vas le régler, hop, on passe à autre chose. Sauf que non. Et je pense que c'est vraiment juste quelque chose qu'il ne comprend pas. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Donc en fait, il ne saurait même pas quoi poser comme question parce que c'est pas quelque chose qui... Oui, mais tu vois, pas forcément qu'ils te disent... parce que ça, en vrai, c'est ridicule de dire « Alors, la séance s'est bien passée, vous avez parlé de quoi ?» Enfin, ça, c'est ridicule. Mais tu vois, il pourrait très bien te dire est-ce que ça va ? Mais le vrai, est-ce que ça va ? C'est plutôt ça, en Mais fait. ils sont peut-être pas prêts à recevoir la réponse aussi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Peut-être aussi que ton père se base sur les apparences et que peut-être les parents, de manière générale, se basent sur les apparences et que si tu arrives souriante dans la cuisine, il se dit « Ah, ça va mieux. Mais Elle ouais. revient de chez le psy, ça va mieux. » J'ai un exemple où j'avais 15 ans et en fait, mais du coup à ce moment-là, moi je parlais plus du tout avec ma maman et je me disais en fait il faut que je sois toujours tout sourire devant mon père parce que si je le fais pas, lui aussi il va partir. Et du coup je masquais tout le temps devant mon père. Du coup lui dans sa tête j'allais super bien. Et puis un jour j'étais dans le métro, je rentre à la maison et là je fonds en larmes. Moi-même j'ai pas compris ce qui se passait parce que d'habitude je fonds en larmes que dans ma chambre. Et en fait je me suis dit mais je peux pas rentrer à la maison dans cet état-là. Parce que mon père, il va partir après, il va me laisser toute seule. Et je me suis dit, mais en même temps, je vais aller où ? Je vais pas rester dehors. Donc, je rentre à la maison et là, mon père me voit en pleurs. Il était désemparé, il savait pas quoi faire parce qu'il s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle est tout le temps toute souriante, toute machin, tout ceci, tout cela. Et là, ça va pas. Et il m'a dit, mais tu sais, je suis là pour toi. S'il y a quelque chose, tu peux m'en parler. Mais j'étais là, ouais, ok, mais en fait, je sais juste pas comment, je sais juste pas quoi te dire. Et puis, si je te dis les choses, tu vas partir. Et voilà, en fait, c'est juste très compliqué. Et je pense aussi que à ce moment-là, je voulais pas faire souffrir mon père. Et pour pas faire souffrir mon père, c'est moi qui souffrais. Mais là, ça va mieux. Pour résumer cette conversation, est-ce que, challenge en une phrase, vous savez me dire ce que vous retenez de la conversation ? Moi, je dirais que c'est hyper important d'apprendre à se connaître pour pouvoir réussir à pouvoir bien vivre avec son entourage et se faciliter la vie. Voilà. Moi, vu que c'est pas forcément dans mes habitudes, je trouve ça intéressant qu'on ait eu cette conversation parce qu'effectivement, en fait, tu perds rien à dire. Enfin, tu perds rien. C'est bien de pouvoir exprimer qui on est parce qu'en fait, de toute façon, sinon nos relations, elles ont aucun sens. Donc, moi, je retiens que je vais essayer. Je vais essayer d'en parler. Moi, je retiens que le soutien des proches est quelque chose de primordial dans le bien-être d'une personne, troubles mentaux ou pas. Oh waouh. C'est sûr. Eh bien, Juliette, Charlie et Taouni, merci infiniment pour cet échange. Merci. Merci pour l'invitation. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, les 2 recommandations du jour sont le podcast Les mots bleus, dire la santé mentale de Place des Sciences et la web-série qui s'appelle Normal, réalisée par la RTBF, disponible sur YouTube. Elle aborde différents troubles via des témoignages. Et Charlie, est-ce que tu veux compléter avec une recommandation ? J'aurais tendance à, en premier lieu, recommander l'incroyable BD de Lou Luby qui s'appelle Goupil-ou-Face, qui parle des troubles bipolaires, mais principalement de la cyclothymie, qui est un trouble
de la famille des troubles bipolaires qui est très méconnue. Autopsie des échos dans ma tête de l'auteur Fricks. Tout va bien de Charlie Ganmore. Et c'est comme ça que je disparais de Myriam Mal. Merci. C'est tout pour cet épisode sur la santé mentale et ses façons d'en parler. Discutez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera de BDSM. Abonne-toi pour ne pas le manquer. Focus.